Alors, amis sportifs, bonjour et bienvenue dans le podcast de la séance. La séance est celle que tous les athlètes d'endurance réalisent. A priori simple, elle s'intègre dans une programmation et s'articule en plusieurs temps, souvent bien distincts, comme l'échauffement, le corps de séance et le retour au calme. Toutes les séances ont, ou du moins devraient avoir, comme objectif de faire progresser l'athlète. Mais pour cela, encore faut-il comprendre le pourquoi de cette séance. Aujourd'hui, on reçoit Benoît Nave. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. Salut Barthélémy. Avec grand plaisir. Alors bon, pour te présenter, je vais essayer de faire bref, mais ça va être pas forcément évident. Tu es un ancien athlète de haut niveau qui accompagne des sportifs au quotidien, que ce soit avec ton métier d'ostéopathe ou en tant que coach dans plusieurs disciplines outdoor comme le cyclisme, le trail. Il y a un aspect essentiel qui vient s'ajouter à la vision, enfin à ta vision de la performance et ton exigence sur la nutrition et la micronutrition qui t'a poussé à te former dans ces domaines-là, notamment avec le MAPS. Du coup, c'est un diplôme de médecine alimentaire prévention santé, ainsi que d'autres parcours en micronutrition et santé. Cette conviction que l'alimentation fait partie intégrante de la performance, tu l'as concrétisée en cofondant une marque bien connue désormais, Baou, bien connue des sportifs, avec un slogan qui résume bien la philosophie, le fameux va jouer dehors. Et puis de plus, tu co-animes avec ta compagne Myriam un podcast qui s'appelle Pas de salade. Et l'un de vos derniers épisodes m'a particulièrement accroché. Le titre, c'était du coup VO2 Max, pourquoi et comment développer son moteur. Là-dedans, on retrouvait plein de concepts intéressants avec les mitochondries, la mitophagie, la mitogénèse. Tout ça accompagné avec des séances bien concrètes pour développer du coup ces véritables petites usines qui sont présentes dans nos cellules pour produire de l'énergie. Et puis, tu as évidemment fait un focus nutrition au service de la performance là-dedans. Donc voilà, en fait, c'était tout plein de questions que ça a soulevé chez moi, notamment avec des épisodes que moi-même j'avais enregistrés qui parlaient un peu de VO2 Max et tout. Donc du coup, je voulais aller plus loin avec toi sur ces thèmes-là. Alors merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et puis on va essayer de se lancer dans ce gros paquet tout de suite. Ça te Ouais, va? on va essayer de faire ça sans rendre les choses trop complexes. Ouais. Oui, oui, c'est sûr. Ça peut être complexe, donc du coup, on va essayer de faire ça simplement. Est-ce que ça te convient comme description? Est-ce que tu souhaiterais la compléter comme Mm. présentation? Non, je pense qu'elle est plutôt bonne, effectivement. Bon, nickel. Alors, Juste un tout petite chose à modifier, mais c'est très à la marge, mais c'est juste comme ça pour l'anecdote, en fait, c'est plus que ma compagne, c'est ma femme, Myriam. Voilà. oui, c'est vrai. Écoute, et puis d'ailleurs, votre podcast, du coup, regorge déjà pas mal d'épisodes, le fameux pas de salade. Il y a déjà beaucoup d'informations que vous avez partagées tous les deux. Donc, ça peut être hyper intéressant d'aller jeter un coup d'œil. Et une chose, alors peut-être que je sais pas si c'est le moment, mais en fait, avec Myriam, du coup, avec ma femme, on anime aussi en fait une formation qu'on appelle Atteinte en plus haut niveau, qui reprend en fait effectivement beaucoup de toutes ces notions, euh, aussi bien sur comment structurer, comment planifier ta préparation, comment périodiser et comment intégrer les différents types de séances pour faire en sorte que tu optimises en fait chacune des séances et puis que tu optimises du coup le fonctionnement de ton corps. Et ça comprend à la fois la préparation physique et aussi justement la partie nutritionnelle en dehors de l'effort et pendant l'effort pour que tout se complète et que le Rubik's Cube obtienne ses six belles faces quand c'est possible. Oui, c'est vraiment ce qu'on comprend quand on écoute vos épisodes, quoi. Il y a les bases qui sont données. Et c'est vrai que du coup, ensuite, il y a cette formation qui est proposée où je pense que oui, tout se rejoint beaucoup mieux et c'est beaucoup plus clair pour les personnes qui souhaiteraient s'y intéresser. Et bien, afin de la compléter encore un peu plus, cette description, cette présentation, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu as un moment, toi, en tant que sportif ou en tant qu'accompagnateur de sportifs, du coup, notamment à travers cette formation ou autre, qui t'ont marqué, tu vois, dans ta carrière de sportif? Alors, quelque chose qui me marque en fait de manière presque systématique, surtout, c'est une sorte une sorte de frustration assez régulière de voir que il y a très souvent une approche qui est pas justement suffisamment 360 degrés. C'est-à-dire qu'on s'intéresse et dans beaucoup de suivis même de très grands sportifs, et j'en ai côtoyé pas mal, euh, il y a souvent des aspects qui sont négligés. Et je trouve ça vraiment très dommage parce que
bien souvent, les athlètes, l'encadrement, ils laissent beaucoup, beaucoup d'énergie et, et d'investissement, quel qu'il soit. Et en fait, il y a des aspects qui sont souvent mis de côté, auxquels on ne pense pas. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'on ne va pas jusqu'au bout de l'exploitation du potentiel de la machinerie humaine, en fait. Ouais, donc même à très haut niveau, pourrait y avoir des pourcentages ou en tout cas il y aurait des aspects de la performance à aller creuser et Ouais. qui sont zappés quoi. Ouais, qui sont exactement. Et parfois, enfin, on évoque souvent des performances qui peuvent paraître parfois un peu hors normes. Ben, peut-être bien que ces performances hors normes, elles viennent du fait que chez ces athlètes, justement, il y a une vision très 360 qui a été mise en place et que c'est ce qui peut parfois peut-être expliquer qu'il y ait des performances qui semblent un peu au-dessus de la moyenne, même dans le très haut niveau. Ok. Ah oui, oui, ah, ok, hyper intéressant. C'est vrai que s'il y a des choses qui sont faites de manière plus optimisée ou plus Ouais, à fond, dans certains domaines que d'autres ne font pas, bon, de toute façon, après, là, on parle d'humains qui sont une machinerie, oui, qui est exceptionnelle, hein. Et ouais, donc, tout à fait. Bah, tu vois, si tu prends l'exemple d'un Pogacar, par exemple, il a quand même gagné probablement ses deux premiers Tours de France en mangeant des pizzas et en buvant des bières. Pas systématiquement, hein, c'était pas mhm. son repas d'après-course, mais en fait, il n'avait pas, probablement pas une hygiène alimentaire et nutritionnelle très très pointue. Et je pense que ça a été l'un des gros axes de progrès en fait derrière, et du fait qu'il ait encore franchi des caps dans les années qui ont suivi, à mon avis. Bah, du coup, oui, bah, ça fait une superbe transition avec nous, ce qu'on va aborder là. Il y a un élément essentiel et qu'on va utiliser avec tes connaissances, c'est tout ce qui est nutrition et micronutrition. Au développement du VO2 max, que je te propose, c'est qu'on enchaîne sur du coup le podcast. Normalement, bah, il y a trois parties clés de cet épisode. Ça va être la présentation, le déroulement et le bilan. Bon, bah là, on va un peu les modifier pour du coup s'adapter à la thématique qu'on va aborder aujourd'hui. Avec, bon, bah, comprendre les essentiels du VO2 max, quelque chose qui va être du coup pas forcément la grosse partie de notre sujet. Ensuite, il y aura du coup les besoins des mitochondries, ces fameuses usines énergétiques qui sont présentes dans nos cellules. Et ensuite, bah, on abordera la troisième partie qui sera bah, le développement de ces mitochondries, comment les améliorer pour du coup avoir une performance optimisée. Le Très bien. programme te plaît? Ouais, c'est parfait, c'est super. Et ben c'est parti alors pour cet épisode VO2 Max, les mitochondries, clés du développement de la performance sportive, avec du coup tout de suite dans ce premier temps les essentiels du VO2 Max. Est-ce que tu pourrais revenir sur rapidement ce que c'est le VO2 max et du coup expliquer en quoi c'est un des paramètres clés de la performance? Alors en fait, bon, j'imagine que beaucoup de gens qui pratiquent les sports d'endurance ont déjà entendu parler du VO2 max. En gros, ça représente ta capacité maximale, la capacité maximale d'oxygène que tu peux consommer à l'effort en restant. Oui, en fait, capacité maximale d'oxygène que tu peux consommer par minute et généralement rapporté par kilo de poids de corps. Parce qu'évidemment que si tu pèses 90 kilos ou 60 kilos, ben, la Mm. quantité maximale d'oxygène que tu vas pouvoir transporter, c'est pas forcément la même. Donc on rapporte ça par kilo de poids de corps pour que ce soit plus facile à comparer des moteurs qui sont sur des individus de gabarits différents. Et puis on commence d'ailleurs à aller même un peu plus loin pour affiner ce concept. On commence maintenant à l'évaluer en fonction de la masse musculaire et non pas simplement du poids. Parce qu'effectivement, en fonction de ta masse musculaire, si tu as une proportion de tissu adipeux plus ou moins important, un os plus ou moins dense, plus ou moins lourd, ben, ça va aussi modifier un peu la donne, quoi. Ok, donc Donc, pardon, à que ça vas-y. représente et pourquoi c'est important, ce VO2 max? Parce que, en fait, eh bien, plus tu vas pouvoir transporter d'oxygène, plus potentiellement tu vas pouvoir consommer, fabriquer d'abord, fabriquer de l'énergie et donc dégager de l'énergie musculaire ou sous forme de chaleur d'ailleurs, parce qu'en fait, en fonction des circonstances, les fameuses mitochondries dont on va parler, elles sont capables de fabriquer de l'énergie mécanique ou de fabriquer de l'énergie thermique en fait. Et ça peut se modifier ça
en fonction des besoins. Ok. Donc c'est, oui, la capacité qu'on a à consommer cet oxygène pour produire de l'énergie. Et donc, du coup, dans ce qu'on avait dit, donc chaque personne a une VO2 max plus ou moins différente, avec du coup des valeurs qui sont pour certains induits très élevés, d'autres plutôt faibles. Et on en avait parlé dans les échanges. Du coup, il y a des limites à développer ce VO2 max parce que même si en effet c'est une clé de la performance, ça peut être du coup hyper intéressant à chaque fois d'augmenter cette VO2 max pour tout à chacun. Le problème, c'est que c'est pas forcément facile de le développer, ce VO2 max. Il y a des limites pour certaines personnes. Est-ce qu'elles sont toutes les mêmes ou chez des individus, il y Non. a plus certaines limites que d'autres? Alors, bah, en fait, tu as des barrières qui se présentent au fur et à mesure que tu vas augmenter ta condition physique. Euh, En fait, euh, ta première barrière, souvent, c'est ce qu'on appelle le volume d'éjection systolique. C'est-à-dire, c'est la quantité de sang que ton cœur, enfin plus particulièrement le ventre, enfin, le cœur, il est formé de quatre cavités, et la cavité qui va éjecter le sang dans ton système artériel, au départ dans l'aorte, c'est ce qu'on appelle le ventricule gauche. C'est lui qu'on entend battre, en fait. Hmm. Le gros battement du cœur, c'est lui, en fait. C'est quand il se contracte. Eh bien, en fait, pour avoir beaucoup d'oxygène envoyé dans ton système à chaque battement, ben, il faut qu'il y ait un gros volume d'éjection de sang à chaque contraction du ventricule, tu vois. Mhm. Et donc, eh bien, plus le volume d'éjection est important, plus la quantité de sang que tu vas envoyer, chargée d'oxygène évidemment, va être importante et donc utile pour fabriquer cette énergie en bout de course. Donc ça, c'est la premier facteur limitant. Après, tu vas avoir ben, la capacité à capter l'oxygène au niveau respiratoire, deuxième facteur. Et donc, ben, tu vois bien, si tu captes une quantité d'oxygène limitée au niveau respiratoire, même si ton cœur il bat très vite et avec des gros volumes éjectés à chaque fois, ben, ça va forcément limiter la donne. Donc ça, c'est un c'est un deuxième élément. Hmm. Après, qu'est-ce que tu vas avoir encore? Eh ben, tu vas avoir la partie plus de force musculaire que tu peux générer, la force que tu peux générer pour pouvoir justement mobiliser tout ce système. Hmm. Euh, Tu vas avoir les phénomènes de différence de pression artério-veineuse en bout de course, le nombre de capillaires que tu vas avoir à la fin. En fait, ce qui se passe, c'est que tu as donc ton artère qui amène le sang jusque assez proche du muscle, et puis ensuite, euh, le capillaire artériel, il va finir par euh, échanger avec, enfin, il y a un échange qui se fait à ce niveau-là, l'oxygène est relargué, et puis après, le CO2 est recapté par le petit capillaire veineux, lui, qui va Hmm. ramener le sang chargé de CO2 dans ton cœur, puis dans ton poumon. Et, et donc, en fait, eh bien, il faut que cet échange-là, à ce niveau-là, se fasse de la meilleure, de la façon la plus efficace qui soit. Parce que si l'échange se fait pas bien ici, eh bien, du coup, en fait, ça va ralentir le système. Ouais. Voilà, ça, c'est un troisième élément. Qu'est-ce qu'on va avoir encore? Eh ben, forcément, tu as les limites mentales, hein, les limites à supporter la douleur et à pouvoir repousser le moment où tu vas lâcher l'affaire au niveau mental. Euh, Ça, on l'évoquera peut-être pas, il y a aussi un contexte nutritionnel là-dessous. C'est-à-dire que, par exemple, si tu sécrètes pas assez de neurotransmetteurs, d'adrénaline, par exemple, si tes échanges hormonaux et neuro-hormonaux sont pas efficaces parce que tu vas manquer d'oméga 3, etc., eh bien, ça peut être perturbant de ce point de vue-là aussi, tu vois. Ok.
Et puis enfin, bah, le sujet qu'on voulait évoquer tous les deux, bah, tu vas avoir en fait à la fois le nombre et la quantité, enfin le nombre et l'efficacité de ces fameuses mitochondries qui sont elles chargées de capter en fait le, à la fois le comburant qui est l'oxygène, d'utiliser l'oxygène et puis d'utiliser aussi le carburant qui va être un produit de dégradation des glucoses que tu vas avoir brûlé dans ta cellule dans un premier temps. Donc ça, il faut qu'on explique en fait, hein, euh, les mitochondries, en fait, ce sont des petits organites qui sont au sein de chacune de nos cellules, sauf des globules rouges. Et donc, ces mitochondries, elles captent. En fait, comment ça se fabrique, l'énergie? Tu as du glucose qui est amené jusque dans ta cellule musculaire. Ce glucose, il est dégradé dans un premier temps par un phénomène qu'on appelle la glycolyse. Tu obtiens un petit peu d'énergie, là, tu as deux molécules d'ATP. Et puis après, tu as une autre dégradation qui se fait dans un mécanisme qu'on appelle cycle de Krebs, qui reproduit à nouveau un petit peu d'énergie. Et puis après, ces produits de dégradation du glucose, eh bien, ils vont former une molécule qu'on appelle le pyruvate et qui, lui, va être capté à l'intérieur de la mitochondrie. Et c'est là que l'essentiel de la fabrication de l'énergie se fait. On a là une grosse quantité d'ATP qui est générée à chaque fois qu'il y a la chaîne respiratoire qui se met en route. Et au bout du compte, en fait, quand tu as une molécule de glucose qui rentre dans ta cellule, tu as au bout du compte à peu près 36 molécules d'ATP qui sont formées à chaque tour de cycle. Voilà. Ok, bah c'était une réponse complète que tu nous as fait. Parfait, parce que du coup, oui, c'est ce que tu as dit. Finalement, pour être capable d'utiliser cet oxygène au niveau de la mitochondrie, bah, il y a plein de limites à déjà franchir pour du coup permettre de l'exploiter, cet oxygène et du coup ce glucose qu'on apporte dans la cellule, dans la mitochondrie. Tu es revenu sur plusieurs de ces limites. La capacité que notre cœur il a à envoyer, enfin, ce système de pompe à envoyer du sang un peu partout, la capacité de nos muscles à fournir un effort suffisamment important pour exiger, bah, du coup, au cœur, enfin, à l'organisme, pardon, d'utiliser de l'oxygène, les limites qu'il y a au niveau des surfaces d'échange, que ce soit, bah, poumon-sang, muscle-sang, et puis, également des limites mentales à maintenir un effort soutenu. Et puis, bah, le dernier paramètre, et c'est ce sur quoi oui, tu as dit, et sur lesquels on va revenir là, les fameuses mitochondries. Ce qui est bien, du coup, c'est que tu en as un peu parlé, un peu de la structure et des différentes étapes. Tu as déjà un peu discuté de ce parcours qu'a, du coup, bah, bon, le glucose qui se transforme en pyruvate. Ça, c'est une première étape qui n'est pas directement liée à la mitochondrie, mais ensuite, le parcours, du coup, du pyruvate dans la mitochondrie. Juste avant qu'on refasse un point sur ces usines, là, les mitochondries dans nos cellules qui produisent de l'ATP, C'est est-ce vraiment que... ça, c'est des usines, exactement. Et c'est le bon mot. C'est en fait, c'est vraiment ta centrale énergétique. Alors, c'est Oui. pas que ça, hein, la mitochondrie, elle participe à d'autres fonctions très très importantes d'ailleurs, hein, mais en particulier à cette fabrication de l'énergie dont tout ton corps a besoin, même quand tu n'es pas à l'effort. Et donc, juste avant qu'on attaque sur ces petites unités, est-ce que c'est assez facile, assez évident d'identifier pour chaque individu quelle est sa limite la plus importante au développement de VO2 max et du coup, voilà, et comment on pourrait la mettre en évidence? Et donc, du coup, est-ce que c'est intéressant de s'attarder pendant un petit moment sur, bah, du coup, améliorer cette capacité limitante dans un bloc d'entraînement avant d'enchaîner sur la Pourquoi pas? suivante? Ouais. Alors, en fait, on parlait du premier facteur limitant qui est le volume d'éjection systolique. Mm. Bah, ça, c'est vraiment le cas chez les gens qui n'ont pas d'activité physique ou qui ont très peu d'activité physique. En fait, ils éjectent très peu de sang à chaque battement et du coup, bah, ils ont une fréquence cardiaque au repos qui est élevée pour avoir suffisamment d'oxygène qui arrive dans leur tissu, de façon à ce que les fonctions essentielles et vitales soient assurées quotidiennement. Et donc, ben, le premier, en fait, si tu fais un test de VO2 max chez un sédentaire, tu vas trouver des VO2 max qui sont très très faibles. Euh, et donc la première chose qu'on va faire à quelqu'un qui veut progresser et atteindre le premier stade, on va dire, limitant du VO2 max, c'est simplement de faire du travail d'endurance, éventuellement un peu de travail de force aussi,
pour développer les deux en parallèle. Et donc, ben, une simple évaluation en fait du VO2 max chez n'importe qui peut déjà te donner une idée assez correcte, on va dire, de ta capacité de volume d'éjection systolique. Ok. Après, on peut faire simplement un écho-Doppler, hein. Avec un écho-Doppler, en fait, tu peux mesurer la quantité de sang qui est éjecté à chaque battement. Tu peux l'évaluer assez précisément, en fait. Ok. Voilà. Donc ça serait pour la première. C'est du coup quand tu dis basse en termes absolus, ça correspond à quoi? Après, on est sur, je sais pas, en 25, fait, j'ai même pas 20, d'idée. 25, 30, tu Ok. vois, dans Ok. ces ordres-là. Oui. Donc c'est Hein. ok. Et donc ensuite, après, Donc, où on arrive sur d'autres jusqu'à limites, quoi. Ouais, bah, en fait, disons que jusqu'à environ peut-être 50, 52 VO2, en fait, ben, ça peut représenter le facteur limitant. Ok. Voilà. Au-delà de 52 VO2, tu peux déjà considérer que globalement, le volume d'éjection systolique, il est déjà correct. Et Mhm. après, c'est les autres facteurs qui vont commencer à limiter la perf. Ok. Oui, donc après, on l'identifie musculairement, c'est que si on n'arrive pas à atteindre le bout de l'exercice qu'on souhaite réaliser pour augmenter son VO2 max, Mm, si mm. c'est au niveau des muscles, bon, bah, ça, c'est plutôt ça. Et c'est vrai que le mental, bon, bah, ça, c'est encore autre chose. Ça peut en effet être Ouais, intéressant. bah là, la limite, tu vois bien, ça, c'est un Ouais. peu difficile à évaluer. On peut peut-être. Enfin, ouais, c'est vraiment difficile à évaluer en fait. Ouais, pour le Alors coup, je tu peux pense que c'est peut-être très, faire un très bilan personnel. biologique. Tu vois, tu fais un bilan Mm. biologique pour vérifier tes niveaux de sécrétion de noradrénaline, d'adrénaline, de dopamine éventuellement, qui vont te permettre de voir s'il n'y a pas des déficits de sécrétion dans ces neurotransmetteurs qui pourraient être un élément limitant au niveau mental, par exemple. Mm, mm. Ouais, non, mais Pourquoi? donc, ça, c'est, du coup, c'est très, très individuel et évidemment très personnalisé. Alors que les barrières Ouais, du avant sont quand même plus globales avec un entraînement ouais, classique. On peut comprendre comment les développer, quoi. ouais, on est un peu à la louche, mais voilà, oui, ça fonctionne pas mal déjà. Ok, bon bah nickel. Et donc ce dernier point avant qu'on attaque sur bah, les besoins de ces mitochondries, c'était un La peu partie pour... respiratoire, elle est importante aussi, la Oui. barrière respiratoire. Euh, ben, ça, en fait, pour aller... euh, en fait, tu sais, tu as toujours ce qu'on appelle un espace mort dans tes poumons. Mhm. Il y a un espace, en fait, il y a un volume respiratoire total et un volume de gaz total compris dans les poumons, mais il y a toujours une partie qu'on ne peut pas aller Oui. mobiliser. Et donc, ce que tu vas essayer de faire, c'est de réduire cet espace mort à son strict minimum, en fait. Voilà. Et Et ça, ça, du coup, c'est des exercices de respiration pour travailler les muscles du coup de la cage thoracique, diaphragme, ce genre d'exercice? exactement, exactement. La mobilisation, bah, en fait, donc toi, tu peux mesurer directement la quantité d'air que tu expires, Mhm. hein, tu vois, donc ça, c'est tout à fait mesurable. Euh, et après, il y a effectivement un travail diaphragmatique que tu peux effectuer à la fois au repos et à l'entraînement pour augmenter ta capacité à mobiliser justement ces espaces morts au niveau pulmonaire de manière à capter un maximum d'oxygène à chaque inspiration et à relarguer un maximum de CO2 à chaque expiration. Voilà. Mhm. Ah, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que j'ai vu des sportifs le faire et même les jeunes du club d'Embrun au triathlon qui faisaient des exercices dans des ballons de résistance Ouais, pour du coup plus ou moins enfin en fait ils faisaient une séance d'entraînement et il y avait un moment à chaque tour de stade où ils faisaient des exercices juste de respiration en fréquence en amplitude à travers ces ballons-là donc oui oui il y a peut-être un c'est pas courant de le voir mais ça peut être en effet intéressant de le développer ce genre de choses. bah, tu as par exemple des sportifs qui font ça très 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 bien. Ce sont tous les apnéistes, par exemple. Hmm. Ils sont capables d'aller mobiliser vraiment tu vois, vraiment très très loin le résidu du volume utile au niveau respiratoire, Oui. en faisant des exercices de contraction euh, euh, très efficaces du diaphragme. Ouais. Donc on a fait quasiment le tour sur ces limites-là du développement du VO2 max, comment les identifier un petit peu, et puis on a donné quelques pistes sur bon bah comment les développer plus ou moins chacune.
On va revenir sur du coup la dernière limite, la limite mitochondriale, son efficacité et leur nombre. Pour Mhm. revenir, tu en as parlé, donc le pyruvate, bon, écoute, on va directement le faire dans la deuxième partie, hein, de toute façon, Ouais. sur les besoins des mitochondries, ce deuxième temps de l'épisode. Donc, on zoome uniquement sur les mitochondries, ces usines énergétiques. Est-ce qu'on peut revenir globalement, bah, voilà, sur la structure d'une mitochondrie? Qu'est-ce qui va rentrer et qu'est-ce qui va sortir de cette mitochondrie pour permettre du coup l'activité physique? Je te laisse la main là-dessus. Alors, en fait, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que pour la suite, pour Ouais. comment on peut activer, c'est intéressant de savoir que ces mitochondries, en fait, elles ont une membrane, pas même une double membrane d'ailleurs, qui est constituée d'éléments très importants qui sont des lipides, des graisses. Et, euh, et puis après, bah, tu as des canaux d'échange qui permettent de laisser rentrer et sortir des molécules. Et en fait, ces graisses, elles ont un rôle très particulier parce que c'est elles qui vont faciliter, qui assurent la fluidité en fait de cette membrane et qui vont donc du coup laisser passer ou non si la teneur en graisse n'est pas correcte, si c'est pas les bonnes graisses qui sont sur cette membrane. Eh bien, ça va modifier la souplesse, la fluidité de la membrane, et donc ça va impacter directement la capacité d'échange entre l'extérieur et l'intérieur de la mitochondrie. Ça, c'est vraiment important à savoir, parce que, en fait, eh bien, toi, tu peux avoir la main grâce à ta façon de manger sur la composition en graisse de ces fameuses membranes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un élément capital. Après, pour le reste, la structure interne, on va peut-être passer là-dessus parce que c'est Mm. vraiment, voilà, c'est du détail de biochimie complexe et de biologie un peu complexe. Euh, mais euh, mais pour moi, c'était important de faire un petit focus sur ces fameuses membranes parce qu'en fait, n'importe qui peut avoir vraiment la main là-dessus. Après, évidemment, de la machinerie interne, on va en reparler un petit peu quand on parlera des micronutriments qui sont essentiels à la bonne fonction de la mitochondrie. Mm, mm. Mais voilà, c'est vraiment ce qu'il fallait comprendre sur ces mitochondries, je pense. Ok, donc si La on, structure, en tout cas, sur la structure. ouais, ok. Bah donc si on récapitule, c'est l'important du coup que tu as mis en évidence, c'était que la mitochondrie, c'est en effet deux membranes qui sont, enfin c'est une enveloppe, voilà. Et donc la membrane interne, elle, il faut qu'elle soit fluide, c'est ça. Et cette Ouais, fluidité, elle est dépendante des lipides qui la constituent. exactement. Et donc du coup, ça, on a la possibilité d'influencer les lipides qui constituent potentiellement cette membrane pour Mhm. augmenter la fluidité et donc permettre le bon fonctionnement au global de la mitochondrie. Tout à Donc, fait, les échanges en fait. Parce qu'en fait, tu vois bien, tu as, ta cellule et puis tes mitochondries qui sont dans la cellule. mm, Et donc, ben, une fois que ta cellule, elle a laissé rentrer, ben, c'est pareil au niveau de la cellule d'ailleurs, hein, il faut que les lipides qui constituent euh, la membrane. l'entourage de la cellule, donc la membrane de la cellule, soient aussi constitués de ces mêmes fameux lipides de bonne qualité, quoi. Ok, bon bah Du coup, ben, ça rentre dans la cellule, et puis de la cellule, ça va rentrer dans la mitochondrie, et puis de la mitochondrie, ça ressort dans la cellule, et après, c'est utilisé par la cellule. ok. Et bah alors du coup, ce que je te propose, c'est qu'on passe au fait de vérifier comment on peut savoir si nos mitochondries du coup sont en effet en bon état, si elles ont en effet la bonne fluidité membranaire qu'il leur faut, qui est nécessaire à la production d'ATP par ces dernières. Alors, en fait, il y a différents niveaux d'évaluation de la fonction mitochondriale. Il y Mm, a des interprétations plus ou moins directes ou plus ou moins indirectes. mm, Euh, et donc, ce qui est vraiment important. Alors, déjà, pour évaluer la fonction mitochondriale globale, c'est-à-dire mm. comment fonctionne l'ensemble de tes mitochondries. Parce qu'en fait, si tes mitochondries musculaires fonctionnent bien, ben, toutes les autres mitochondries vont aussi bien fonctionner. Et en fait, il y a pas d'endroit où les mitochondries vont fonctionner mieux que d'autres. En fait, il y a forcément plus de mitochondries dans le système musculaire et dans le système cérébral. Et on verra comment les développer en nombre au niveau musculaire. Euh, mais par contre, c'est le pool global mitochondrial qui fonctionne bien ou qui fonctionne pas bien.
Et c'est le pool mitochondrial global qui est efficace, qui est en nombre ou qui n'est pas en nombre. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que pour évaluer déjà la fonction globale mitochondriale, on peut déjà faire un- un bilan de ce qu'on appelle les acides gras à chaîne courte. Ok. Euh, alors, les acides gras à chaîne courte, ce sont des molécules lipidiques, évidemment, acide gras, ça porte son nom, Mm. qui sont fabriqués dans l'intestin par certaines bactéries, par ton microbiote, donc, par ton microbiote intestinal. Ok. Et, et ces acides gras à chaîne courte, eh bien, il faut qu'ils soient dans un certain niveau d'équilibre. Il y en a plusieurs, hein. Il y en a trois qui sont très importants. On peut les citer si ça te dit. Il y a le propionate. euh, Ah ouais. Tu as entendu parler peut-être. Ah ouais, ouais. Oui, ça Euh, remonte, mais. ouais, bah voilà. En fait, du coup, tu vas avoir après, tu vas avoir ton butyrate aussi. Euh, et puis, euh, et puis, en fait, tu vas avoir aussi le troisième qui est l'acétate. Ouais. Et en fait, il faut qu'il y ait un équilibre correct entre le butyrate, qui est celui qui va beaucoup jouer au niveau de la mitochondrie, et puis l'acétate et le propionate. Euh, et il ne faut pas qu'il y ait trop peu de butyrate, parce que sinon, ça va être un peu embêtant. Ok. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre permanent, déjà au niveau de ton microbiote, parce que ce n'est pas les mêmes bactéries qui vont fabriquer le butyrate d'un côté, le propionate de l'autre et l'acétate de l'autre. Donc, il faut qu'il y ait un Mm. équilibre, voilà, au niveau du microbiote. Et ça, c'est déjà un premier point, parce que quand tu fais un bilan des acides gras chaîne courte, eh ben, ça te donne tout de suite une idée des proportions de ces fameux acides gras qui sont en présence dans ton corps, et du coup, eh bien, de comment ça va faciliter le fonctionnement de la mitochondrie. Alors, c'est Ok. pas anodin, hein, parce que en fait, ce fameux butyrate, qui est quand même un élément essentiel du fonctionnement des mitochondries, ben lui, il a un rôle très très important sur ce dont on va parler juste après, qui est en fait la mitogénèse, en fait, euh, c'est-à-dire le fait de fabriquer de nouvelles mitochondries et puis aussi d'améliorer leur fonctionnement, en fait, leur efficacité. Voilà. Parce qu'en fait, le butyrate va permettre l'activation d'une molécule particulière euh, qui, euh, qui va favoriser ces phénomènes de multiplication du nombre de mitochondries et d'amélioration de leur efficacité. Si on reprend donc, il y a un moyen de tester la capacité d'évaluer les mitochondries que tu nous as présenté là, c'était l'évaluation du rapport entre les acides gras chaîne courte, butyrate et les deux autres. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres tests qui existent aussi pour évaluer du coup cette capacité de nos mitochondries? Alors, bah, en fait, ce qu'on va évaluer, c'est tous les micronutriments qui sont absolument nécessaires à un fonctionnement optimal de ta mitochondrie. Donc, ben, ça va être par exemple ces fameuses graisses qui participent au fonctionnement de la membrane de ta cellule et de la mitochondrie, comme les acides gras oméga 3 par exemple, Mhm. et les ratios entre ces oméga 3 et les autres graisses du corps. Tu vas avoir après les dosages des vitamines qui sont absolument essentiels au fonctionnement de la chaîne respiratoire, donc de la fabrication de l'ATP à l'intérieur. Ben, tu vas avoir la vitamine B5 d'abord dans un premier temps, puis la vitamine B3, puis B2. Après, tu vas avoir tous les éléments qui sont protecteurs et antioxydants de la mitochondrie. Donc, tu vas avoir ben, le fer, évidemment, le cuivre, le zinc, le sélénium. euh, et puis, tu vas avoir aussi le coenzyme Q10. Euh, voilà, tous ces éléments-là, le magnésium, j'allais l'oublier, mais le magnésium, c'est un peu plus difficile à doser parce que, en fait, le, euh, on n'a qu'une idée assez imprécise des statuts en magnésium. C'est surtout sur des signes cliniques, en fait, qu'on peut évaluer. Ok. Voilà pour l'essentiel. On a fait, il y a quand même, voilà, tous ces. Et après, tu peux même aller doser, par exemple. À l'intérieur de ta. Si j'avais oublié les vitamines E, la vitamine E, c'est très important aussi. Ouais.
Euh, euh, à l'intérieur de la mitochondrie, tu as des enzymes qui la protègent des phénomènes oxydatifs, de l'oxydation. Parce qu'en fait, comme elle capte beaucoup d'oxygène, qui dit oxygène dit phénomène d'oxydation. C'est-à-dire que lors de la transformation euh, de la molécule qui rentrait Ouais. euh, dans la mitochondrie, qui s'appelle de l'acétylcoenzymat, euh, en fait, quand ta cellule elle a dégradé le glucose par le phénomène de glycolyse en pyruvate, Mm, ce pyruvate, il rentre dans la mitochondrie sous forme d'une autre molécule qu'on appelle l'acétylcoenzymat, et ensuite celui-là, il est dégradé. Euh, et au fil des cycles de dégradation, mm, euh, eh bien, grâce à l'oxygène, aux ions oxygène, ben, enfin, et au transport d'électrons que ça génère, tu as la fabrication des molécules d'ATP. Le problème, c'est que l'oxygène, parfois, eh bien, il va subir une réaction un peu particulière et il va devenir extrêmement pro-oxydant. Euh, et euh, et c'est ce qu'on appelle ça va fabriquer ce qu'on appelle un radical libre, enfin une espèce réactive de l'oxygène. mm, mm. Et ça, il faut que la mitochondrie, elle puisse le contrôler, parce que sinon, ça crée des gros dégâts quand c'est accumulé de manière incontrôlée. Et donc, il y a des enzymes euh, qui sont chargées de contrôler ce phénomène. Et ces enzymes, ben, c'est par exemple la glutathion peroxydase ou la superoxyde dismutase. Euh, et donc, ben, on peut mesurer le niveau d'activité de ces enzymes, Ok. ce qui peut donner une idée assez précise aussi de l'état de fonctionnement de la mitochondrie et de sa capacité à être en équilibre vis-à-vis de toutes les réactions enfin d'oxydation qui peuvent être se faire à l'intérieur. Ok, donc il existe quand même beaucoup de tests pour vérifier Oui. si la mitochondrie fonctionne bien. Il y Ouais. a donc de ce que tu as dit, les dosages des micronutriments, donc ça va des oméga 3, une diversité de vitamines, des antioxydants, des minéraux, Oui, et ensuite en plus de l'activité de certaines enzymes qui permettent de gérer du coup exactement. en effet, c'est l'oxygène qui va du coup capter des électrons, qui va pouvoir potentiellement être génératrice de radicaux libres et qui peut avoir des conséquences ouais, sur le vieillissement cellulaire. Enfin voilà tout ce que tu as dit sur qui va dégrader les cellules. Alors en fait, ce qu'il faut qu'on précise pour que les gens comprennent bien quel est l'intérêt en fait du fonctionnement optimal de la mitochondrie, Mm. c'est que comme on l'a dit, hein, tu as le glucose qui rentre dans la cellule, qui est dégradé par le phénomène de glycolyse en pyruvate, et ça, Ouais. ça libère deux molécules d'ATP. Mais après, euh, la mitochondrie, enfin ce qui va se passer derrière, en fait, c'est 18 fois plus efficace. C'est-à-dire qu'au final, en sortie de mitochondrie, tu as 36 molécules d'ATP. Donc si tu ne comptes que sur la glycolyse, la respiration cellulaire, et ben en fait, tu n'as pas grand-chose en fait. Alors que derrière, si ta mitochondrie elle est efficace, parce que si ta mitochondrie elle arrive à capter l'essentiel du pyruvate, c'est ce qui se passe quand tu es à l'équilibre, hein, quand tu es en endurance par exemple, tu as un état de stabilité, tu as la quantité de glucose que ta cellule puis ta mitochondrie sont capables de dégrader par rapport aux besoins énergétiques que toi Mm. tu demandes au cours de ton effort, tu es à l'équilibre. Et puis à un moment donné, si l'intensité elle augmente, en fait, ben, les besoins en énergie augmentent, donc ta cellule elle capte plus de glucose, mais si ta mitochondrie en face elle répond pas correctement, eh bien en fait, la quantité de glucose plus Mm. importante qui est dégradée dans la cellule sous forme de pyruvate, eh bien, ne va pas être ensuite recapté par la mitochondrie. Et donc, le pyruvate, lui, il va être dégradé en lactate. Et c'est Mm. là que tu vas commencer à avoir une augmentation du taux de lactate mesurable dans le sang. Et là, ça signifie que du coup, ben, tu as Mm. dépassé les limites en fait de ton fonctionnement mitochondrial. Tu Ouais. vois? Ah non, c'est vrai que là, ce que tu viens de dire, c'était très important et peut-être qu'on l'avait un peu oublié par avant, mais oui, c'est bien deux Ouais. étapes. Il y a la glycolyse qui va gérer dans la cellule
bah, le glucose est transformé en pyruvate et ensuite il y a deux devenirs possibles en fonction ou pas du coup de l'utilisation de l'oxygène C'est ça. qui est la respiration cellulaire mais dans les mitochondries. Et donc Voilà. l'oxygène c'est l'accepteur final bah, d'électrons, enfin en gros c'est l'accepteur qui va permettre de faire tourner toute la machinerie qui est présente dans la mitochondrie pour produire Exact. les fameux à travers le cycle de Krebs, un ensemble de réactions plus la chaîne de transporteurs d'électrons de produire de l'ATP. Et oui, il y a un écart monumental entre juste transformer du glucose en pyruvate et transformer, dégrader totalement ce pyruvate en 36 ATP. Enfin, il y a Voilà, un rapport de exactement. x18, quoi. Donc oui, C'est c'est ça. énorme. Ouais, Et ouais. donc, c'est hyper intéressant de justement bien faire fonctionner ces mitochondries. Tu as décrit tous ces tests qu'on pouvait faire pour vérifier si elles fonctionnaient bien. Ça, du coup, c'est par prise de sang qu'on peut avoir tous ces résultats-là. Oui, 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 exactement. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait. Et donc ces prises de sang, on les obtient grâce à ou à un médecin qui peut nous prescrire ces différents dosages. Alors je le fais faire régulièrement en fait, hein. Et en fait, c'est des tests qui sont pour la plupart qui sont pas remboursés en fait. Mhm. Si tu fais un statut en acide gras, si tu fais une mesure de la glutathion peroxydase ou de la superoxyde dismutase, c'est pas remboursé. Si tu fais bon pour les parties vitaminiques et oligoéléments, c'est un peu plus souvent, voilà, c'est plus prise en charge quand même. Ok. Ok, donc oui, on peut faire ces dosages-là, il faut se renseigner et puis ensuite Ouais, potentiellement du coup se diriger vers des laboratoires qui sont capables exactement. de les faire. N'importe quel laboratoire peut gérer Non, ce pas genre n'importe de... lequel. Il y a quelques labos qui le font, mais il n'y en a pas tant que ça en fait. Ok, d'accord. Ouais, donc faut se renseigner du coup directement Mm. avec Bah, un médecin généraliste peut... non, un médecin généraliste, en général, ils font pas ça. En fait, il faut aller voir spécialiste en micronutrition. Ok. Et donc, avant qu'on aille plus loin, est-ce que peut y avoir au-delà de ces dosages-là, des ressentis ou je sais pas, des symptômes cliniques un peu qui font qu'on peut sous-entendre ou estimer qu'il y aurait potentiellement un dysfonctionnement au niveau de nos mitochondries, au niveau d'un peu de l'organisme. Du coup, ça serait beaucoup Alors, plus à la louche peut-être, je sais pas, mais ouais. alors, quand les symptômes sont vraiment cognés, enfin quand la mitochondrie est vraiment vraiment pas efficace, ben oui, tu peux avoir des symptômes genre fatigue inhabituelle, perte de force musculaire, euh, bon, bah, un peu des fois brouillard mental, des difficultés sur tous les métabolismes des neurotransmetteurs. Donc ça peut être un sommeil perturbé, ça peut être des douleurs musculaires aussi, douleurs musculo-tendineuses, par accumulation de radicaux libres en fait dans tes mitochondries et donc du coup dans tes tissus musculo-tendineux, tu vois. Ok. Donc du coup ça crée de l'inflammation sur place en fait. Voilà. Après, quand, quand tu fonctionnes plutôt pas mal, tu prends un athlète, moi je sais pas, moi qui a un VO2 de 75 ou 80, ben, très souvent c'est ça le problème. C'est Mm. qu'on va même pas se poser la question de savoir si son système mitochondrial est vraiment le plus efficace possible ou pas. Et c'est ce dont on parlait tout à l'heure en préambule, c'est qu'en fait, on va s'intéresser, comme il est déjà très performant, on va Oui. s'intéresser à tous les autres aspects de la performance, et puis on oublie que potentiellement, là, on a encore un levier d'action qui peut être Mm. intéressant. Ah oui, oui, ouais, donc c'est quelque chose qui peut être sous-estimé parce que soit excès enfin, on pense que c'est géré comme problème dans la performance, alors qu'il y a encore peut-être des pistes à aller creuser. Ouais, Et et autrement, bah pour les autres, enfin pour tout à chacun, en tout cas, ça peut être des ressentis, même si du coup passer par des tests cliniques avec des vrais dosages, ça peut être vraiment plus intéressant pour vraiment tout savoir à s'il y a des fait. vrais dysfonctionnements. Ouais, ouais, carrément. Mais donc du coup, ce qu'on va potentiellement essayer de faire dans cette seconde partie, enfin dans la suite là de ce grand 2, ça serait du coup, tu en as parlé des vitamines, des oméga 3, de certains lipides, enfin ou en tout cas de la flore du microbiote que l'on a dans nos intestins qui produisent des acides gras court chaîne. Comment du coup la nutrition, comment la micronutrition, elle pourrait quand même à peu près optimiser enfin l'activité mitochondriale, favoriser son environnement, un peu ouais, le kit de survie, quoi. Le kit de survie, Que tout le monde bah, devrait le, à peu près avoir. le kit de survie, c'est pour le sportif exactement comme pour tout individu, en fait. C'est-à-dire que les fondamentaux, c'est exactement les mêmes. À la différence près, c'est que le sportif, eh ben, il va forcément, comme il consomme plus d'énergie, et ses besoins sont un peu augmentés en tout, Hmm. en fait. Euh,
Et donc, en fait, bah, il faut insister un peu plus qu'à l'accoutumée, souvent sur, ben, tu vois bien, je sais pas moi, des aliments qui sont riches en oméga 3. Il va falloir pour ton microbiote et assurer un bon niveau de production de butyrate, insister sur les aliments qui sont riches en amidon résistant. Alors, bah, ça peut être par exemple des pommes de terre à l'eau que tu as fait refroidir, ça peut être du riz que tu as cuit puis passé au frigo et qui est refroidi, que tu vas manger sous forme de salade. Mhm. Ça peut être des légumineuses, tu vois, des lentilles, du pois chiche. Bah, je sais pas, tu te fais un ou deux houmous par semaine, tu te fais des falafels une fois par semaine, tu te fais une salade de lentilles de temps en temps, tu te fais, voilà. En fait, pour la partie microbiote, bah, tu vas aussi insister, par exemple, sur les polyphénols qui vont améliorer le fonctionnement de ton microbiote et en particulier de ces fameuses bactéries là qui sont, euh, qui sont responsables de fabriquer ce butyrate. Et puis, ben, pour les vitamines B, alors là, c'est pareil, tu peux pas faire de stock en fait de vitamine Ouais. B, donc il faut que ton alimentation au quotidien, elles en contiennent. Donc il faut des aliments les moins raffinés possibles. Ok. Et moi, enfin, où je vois sur les réseaux des fois des, euh, des posts qui me font juste un peu sourire parce que on insiste sur le fait que le plus important et de loin, c'est la quantité d'énergie qui est fournie au corps. Ben, en fait, oui, évidemment que à l'instant T, c'est ça qui est primordial. Tu viens de faire une très grosse séance d'entraînement, tu veux récupérer, tu vas en refaire une 2 jours après. Mm. Si t'as pas la quantité, si t'as pas restocké ou si pendant ta séance d'entraînement, tu n'as pas consommé suffisamment d'énergie pour prévenir une déplétion totale des stocks de glycogène, bah, ça veut dire que 2 jours après, tu ne seras pas en état d'en refaire une dure. Mm. Mais, mais par contre, si tu répètes euh, le simple fait de amener juste de l'énergie sans penser au qualitatif qui l'accompagne, bah, tu vas pas tenir le choc très très longtemps en fait. Ouais. Et donc tu vas dégrader des tas d'autres fonctions et en particulier la fonction mitochondriale assez rapidement. Ouais, parce Donc que en fait, ça comble pas l'entièreté des besoins, en fait. Ça comble bah une ouais, partie des exactement. besoins, mais le spectre est beaucoup plus large que juste un apport de kilojoules, quoi. Ben exactement. En fait, si tu comptes sur des sneakers ou des Mars pour refaire le plein de glucides après ta séance, ouais, ça va le faire quelques semaines ou quelques mois, mais ça va pas le faire durablement, quoi. Mhm. Euh, et donc, ben, t'as pas d'autre choix que d'aller sur une alimentation qui soit la plus dense d'un point de vue micronutritionnel pour assurer justement tous ces besoins et vraiment une alimentation qui soit qualitative, tu vois, vraiment. Euh, Souvent, quand on vous écoute avec Myriam sur l'alimentation, et du coup, sûrement, peut-être pour les vitamines, c'est beaucoup les trucs de saison, frais et colorés. Je sais pas si oui, ça c'est voilà. pour les antioxydants et les polyphénols en fait. Euh, alors pour toutes les antioxydants, effectivement, ben, plus tu as de variété. Cette variété d'ailleurs, elle joue beaucoup aussi sur la qualité de ton microbiote. Mhm. Euh, c'est pour ça que c'est important. Elle joue sur les apports en différents types d'antioxydants et puis aussi parce que ben, de saison, parce que un aliment qui vient d'être comment dire récolté il y a quelques jours éventuellement au maximum, qui n'a pas subi le transport d'un bout à l'autre de la planète, qui a été cueilli ou récolté à maturité bah, souvent il est quand même beaucoup, beaucoup plus riche en micronutriments. Et puis il correspond aussi à tes besoins du moment. Mhm. Tu vois bien, par exemple, je vais te donner un exemple que je cite assez régulièrement, c'est la myrtille. Bon, la myrtille, pourquoi elle est aussi colorée? Ben, parce qu'en fait, elle a absolument besoin de se protéger de phénomènes de rayonnement qui sont extrêmement intenses parce que ça pousse en altitude et que du coup, ben, le phénomène de rayonnement, il est beaucoup plus important là-haut. Et puis aussi parce que, il a fait très froid l'hiver, parce ça peut être soumis à une grande sécheresse en plein été. La nuit, il gèle, le jour, il peut faire plein soleil et chaud. Et donc, il faut qu'elle se protège, cette myrtille. Et donc, elle Mhm. fabrique des éléments qui sont très puissants en termes de protection vis-à-vis des phénomènes de rayonnement.
Et donc, ben, toi, quand tu consommes ça l'été, euh, parce que l'été, ton corps il est soumis aussi à des rayonnements importants, et bien en fait, ben, tu bénéficies de ce que la myrtille a développé pour se protéger elle-même et qui va Mhm. te protéger toi derrière, tu vois. Ouais, elle gère son stress et donc du coup à travers ça, toi en mangeant ces aliments-là, ça te permet Eh toi ben aussi ouais. du coup de gérer le stress et le stress, bah on le sait, un exercice physique, ça génère du stress, ces fameux radicaux libres, mais donc du coup c'est cette gestion des radicaux libres par l'exercice qui peut faire progresser, en fait Alors, du stress pour exactement. progresser quoi. C'est intéressant ce que tu viens de dire parce que en fait, on pense souvent que les phénomènes d'oxydation sont des phénomènes néfastes et ils le sont quand ils sont mal contrôlés, mais pour autant, ils sont absolument indispensables pour améliorer le fonctionnement de l'organisme en fait. C'est par le biais de la production de ces molécules pro-oxydantes, les espèces réactives de l'oxygène, que en fait, on a un échange aussi, par exemple, entre les mitochondries et les bactéries de l'intestin, euh, ces échanges vont favoriser un encore meilleur fonctionnement du microbiote et donc plus de, par exemple, butyrate, Mm. qui en retour va favoriser le fonctionnement de la mitochondrie, tu vois. Mm, Et donc, en fait, c'est pour ça que ne compter que sur des compléments alimentaires, ben, c'est pas forcément une bonne idée parce que prendre des compléments alimentaires à dose alimentaire uniquement, que tu veux retrouver dans des aliments, c'est pas toujours facile. Alors, tu peux être amené à compléter par des suppléments, des compléments alimentaires en antioxydants, ben oui, parce que notre alimentation est pauvre, mais euh, en fait, il faut vraiment savoir cibler parce que c'est pas toujours idéal de prendre des antioxydants comme ça en mm, quantité. Ça peut venir bloquer des phénomènes de signalisation qui sont extrêmement importants dans ton adaptation euh, dans le temps mm. et l'augmentation, l'amélioration de tes fonctions mitochondriales et donc de ta performance en fait. Ouais, oui, D'ailleurs, faudrait pas aller chercher un effet contraire à ce que l'on veut. Par exemple, en s'entraînant, en prenant des compléments qui sont du coup pour gérer, bah oui, le stress de l'entraînement. Du coup, on viserait pas du coup à s'améliorer. Donc au final, exactement. faut faire les choses au bon moment. Et donc, oui, peut-être que l'alimentation au quotidien, une bonne alimentation au quotidien pour avoir, bah, comme tu l'as dit, là, sa dose de vitamines régulière, bah, d'antioxydants aussi, d'oméga 3, de sources intéressantes pour le microbiote. Donc, se renseigner sur ces aliments-là qui sont nécessaires pour améliorer l'efficacité in fine de la mitochondrie, revenir sur bah, du coup cette fluidité membranaire qui est efficace et qui va permettre Mhm. l'utilisation de l'oxygène pour produire nos fameuses molécules d'ATP nécessaires à la contraction musculaire. Donc en fait oui, c'est ce que tu disais, c'est quelque chose de complexe. Juste une pilule, ça peut être intéressant dans un certain cas, mais Oui, en fait c'est une synergie de plein de choses. Et donc peut-être que prendre un seul élément, alors ça va valider peut-être une étape du cycle, mais pas son entièreté quoi. Donc du coup exactement. c'est assez complexe et c'est ouais, bah, l'alimentation au quotidien qui peut nous permettre d'avoir une bonne santé mitochondriale. Alors en fait, oui, disons que c'est une base absolument nécessaire. Mhm. Et puis après, ben, quand on veut optimiser les choses, on fait des bilans dont on a parlé tout à l'heure là. Et puis quand il y a vraiment des carences qui sont marquées, importantes, et si on ne veut pas attendre plusieurs mois pour que les choses se rééquilibrent, et ben Oui. on est amené à proposer des compléments alimentaires pour aller boucher les trous, quoi. Mhm. Euh, mais l'idéal, c'est comment dire, de se reposer d'abord en priorité sur une alimentation adéquate. Ça, c'est clair. Ok. Et donc oui, Même si ça si peut ne pas suffire. Je suis oui. entièrement d'accord avec ça. Donc si on essaye de redonner ouais, des grandes consignes, des grandes lignes, et c'est pas, tu me corriges du coup si la formulation que vous utilisez dans votre podcast, le deux saisons, frais, coloré et diversifié, c'est grosso modo la bonne base, et ensuite faut faire des Exact. tests pour vérifier s'il nous manque plus ou moins quelque chose, et donc se tourner vers une complémentation de qualité qui viendrait du coup ouais, boucher les trous de la raquette pour Ouais. permettre l'optimisation du fonctionnement mitochondrial. Tout à fait, ouais, exactement. Ok. Bon bah je trouve qu'on était pas si mal sur finalement
voilà comment la nutrition et la micronutrition peuvent permettre d'optimiser l'activité mitochondriale. Ce que je te propose, du coup, c'est qu'on passe au temps 3. Donc, Ouais, on leur donne, du coup, ces éléments nécessaires aux mitochondries pour leur bon fonctionnement. OK. Maintenant, comment on fait exact. pour les développer? Euh, Ah, et donc, du coup, ça, pareil, l'épisode, du coup, bah, je le mettrai en lien, l'épisode que vous avez enregistré avec Myriam dans le pas de salade. Vous donniez quelques pistes. Là, on va encore essayer de partir là-dessus sur, par exemple, bah, développer et leur nombre et leur efficacité. Ce que je te propose, c'est qu'on attaque développer le nombre des c'est mitochondries. mieux. Dans un Allez. premier temps, Bah, c'est l'idéal, en fait, ça va. effectivement. Eh ben parfait. Alors du coup, oui, Parce comment on que fait? eh ben, alors bah là, il y a pas de grand secret, hein. Hmm. Ça, c'est vraiment c'est le volume d'entraînement qui va déterminer ça. Alors, sachant que effectivement, pour que ces phénomènes, alors en fait, c'est le travail globalement dont on entend beaucoup parler maintenant, le travail en zone 2. Euh, alors, plus ou moins haut ou bas dans la zone 2 en fonction de ton volume global d'entraînement, c'est-à-dire que plus tu t'entraînes ben, plus globalement, tu vas être obligé de redescendre relativement bas en zone 2 pour pouvoir conserver suffisamment d'énergie pour pouvoir Ouais. aller faire des séances d'intensité de qualité derrière. Quand tu t'entraînes 5-6 heures par semaine, tu peux tout à fait te permettre de travailler dans le haut de zone 2. Si tu t'entraînes 20 heures par semaine, ça devient compliqué de faire 80% de ton temps au premier seuil lactique Hmm, hmm. et donc de passer 16 heures à SV1 quoi, ou à LT1, tu vois. Non mais c'est vrai que c'est marrant ce que tu dis parce que je m'en suis rendu compte bah, dernièrement où j'étais dans une période où j'avais moins de temps de m'entraîner, du coup j'étais sur home trainer et pour le coup toutes mes séances, enfin en tout cas c'était facile d'être à Z2 même en récup ou quoi, en haut de Z2 il n'y avait pas de problème. Et là je Ouais. repasse un peu plus de temps dehors en trail parce que bah, le temps le permet et d'un coup sur le home trainer c'est beaucoup moins drôle de devoir tenir ce haut de zone 2. C'est ça, voilà, exactement. Et c'est beaucoup moins drôle d'un coup. T'es beaucoup plus bas et tu te dis bon, on est bien là, on va pas bouger. Ouais, bah en fait, ça, tu peux le gérer aussi grâce à. Alors, on sort complètement, on digresse un peu, mais tu peux le gérer grâce à ta variabilité de fréquence cardiaque, en fait, qui va être un indicateur assez intéressant, en fait, de la quantité de stress que ton corps a déjà subi. Et donc, ça va te permettre de moduler, en fait, Ouais. l'intensité du travail d'endurance que tu dois effectuer. Et c'est super efficace pour ça. Bon, Ouais, non. on Ouais, sort, on sort de la digression. ouais, donc du coup, sur cette augmentation du nombre de mitochondries, là, la fameuse mitogénèse, tu avais parlé du butyrate qui était essentiel pour du coup augmenter leur Alors oui, nombre. tout à fait. Ouais, le butyrate, c'est très très important. Donc c'est pour ça que aussi, tu vois, il y a un élément dont on n'a pas encore parlé, mais le sportif d'endurance, en général, il a tendance à consommer beaucoup beaucoup de glucides. Et donc c'est pour ça que c'est important de ne pas aller sur des glucides de mauvaise qualité, des produits ultra transformés, ultra raffinés, parce que justement, quand tu consommes pardon, trop de glucides raffinés, eh bien, tu vas modifier ton microbiote. Et du coup, ben, l'une des premières bactéries qui va en souffrir, c'est cette fameuse Faecalibacterium prausnitzii, là, qui est responsable de la production du butyrate. Et donc, c'est un peu embêtant parce que, en fait, tu penses bien faire en venant consommer beaucoup d'énergie, mais du coup, tu dégrades le fonctionnement de tes mitochondries derrière en réaction. Donc voilà, et c'est pour ça il faut vraiment avoir une vision très très complète du truc. Et tu peux pas être voilà juste avec tu vois une vision par le petit bout de la lorgnette. Donc ces sucres raffinés à éviter, du coup, c'est surtout à l'alimentation au quotidien. À l'effort, Ben, pareil, quand tu fais je sais tu pas. fais une séance longue, en fait, tu vois, tu Hmm. vas faire une séance longue en endurance, milieu de zone 2 bas de zone 2 si tu es sur ton vélo ou même à pied, tu fais une sortie trail à pied, bah, tu peux tout à fait te permettre de consommer un produit un peu complet Ouais. pendant ton effort, pendant ta sortie. Tu vois, les barres qu'on fabrique nous, par exemple, Hmm, typiquement hmm. chez nous, voire les purées, sont beaucoup plus proches d'aliments que du gel, tu vois, Oui, oui. ultra transformé que tu vas avoir. Oui, et puis ça peut totalement se Mais gérer, en effet, dans ces sorties où bah, carrément. l'intensité est modeste. Justement, ça te permet d'autant plus de rester dans cette limite de rythme Exactement. tranquille. Exactement. Voilà. Et donc, autant que possible, tu as tout intérêt à aller, même pendant ton effort, sur ces périodes-là, en fait, à consommer des produits qui sont les moins transformés possibles. C'est toujours aussi intéressant de ce point de vue-là, tu vois. Même en termes de vision à long terme, hein, de ta Mhm. performance. Ok, donc oui, donc Après, c'est...
Pardon? Le jour où tu dois tester un protocole d'alimentation pour une course, ou, bah, c'est différent, mais c'est pas ce que Mhm. tu fais systématiquement, quoi. Mhm. Oui, c'est sûr. Il y a beaucoup d'entraînements que tu fais où tu peux être dans cette fourchette d'alimentation et dans cette Tout à fourchette fait. surtout d'intensité aussi. Donc ouais, ça c'est le truc important pour multiplier le nombre de mitochondries. C'est Un, les heures. un travail voilà d'endurance. Ouais. Zone 2, ça semble être la plus efficace pour la mitogénèse, c'est ça? Mais donc après Bah, c'est c'est très modulable. efficace de plein de points de vue. Et puis, alors, ce que tu peux rajouter un petit peu, c'est plus ou moins régulièrement, c'est avoir un peu entre guillemets, stress glycogénique, Mhm. c'est-à-dire de partir sur d'une séance un peu train low, avec des stocks de glycogène bas. Parce que, alors sur ces séances-là, hein, tu vas pas faire une séance d'intensité avec Mhm. un stock de glycogène bas, ça n'a aucun sens. Mais sur une séance longue comme ça, c'est intéressant sur peut-être la première heure et demie ou les deux premières heures d'être sur des stocks de glycogène assez bas, parce que justement tu vas aller stimuler, alors du coup là pas grâce au butyrate, mais grâce au stress que ça génère, cette fameuse molécule là, le PGC1 alpha, qui favorise justement la mitogénèse en fait. Ça c'est intéressant. Ok. Ouais, donc il y a vraiment eu tout un côté développement des mitochondries qui peut être travaillé. Il y a plusieurs Oui, aspects. Ce que tu viens de nous dire, c'est bon, bah, il y a une brique essentielle, le butyrate. Donc il faut prendre soin des bactéries dans notre micro-organisme, enfin dans notre microbiote, pardon, qui sont capables de la produire. Donc pour ça, l'alimentation, elle doit pas être trop sucre raffiné et également à l'effort. D'autres ouais. moyens, du coup, ça pourrait être potentiellement de faire des efforts, une sortie longue, et de commencer avec un stock de glycogène bas. Donc quoi, par exemple, on part le matin, mais on mange pas le matin, quoi. On attaque et on mangera au cours de la Ouais, soirée. ou alors t'as déjà fait une séance un peu difficile la veille, tu vois, et puis Mhm. t'as pas tout reconstitué, ou enfin Oui, voilà, il y a plusieurs, tout dépend de, en fait, de où tu en es dans ton cycle de préparation, et puis comment tu vas, enfin quels sont tes objectifs exacts, tu vois, tu peux t'y prendre de différentes manières en fonction de tes objectifs. oui, évidemment, oui. Tout ça, c'est bien, bien individuel. Et puis, bah, c'est à faire de manière progressive. C'est du test-essai, mais sans partir dans des extrêmes à chaque fois, hein, évidemment. Exactement, on est entièrement d'accord avec ça. Ouais. Donc voilà, donc c'est des longues séries en contrôle dans la Z2 Alors et tu peux puis faire, ouais, c'est ça, tu peux y consacrer un bloc particulier de mhm, développement, tu vois, sur quelques semaines. oui. Et Ça donc peut ça être. c'est assez facile à mettre en place niveau matériel. Pour le coup, le cardio ça fonctionne bien ou le capteur de puissance et puis on Ouais, respecte ça et quoi. tout simplement, Oui. même ta Non mais fréquence c'est vrai. respiratoire, Oui oui c'est vrai. ta Ouais. capacité, en fait, c'est ta capacité à dialoguer Oui. euh, pendant l'effort qui est un très très bon révélateur en fait de là où tu te situes vraiment en termes d'intensité. Mais et c'était la semaine dernière du coup j'en ai profité j'y repensais là mais t'avais donné une fois un exemple où tu disais bah t'as des athlètes de haut niveau hein, que tu entraînes et tu leur disais d'aller s'entraîner avec bah, papa maman ou, enfin en l'occurrence voilà des personnes du coup qui sont d'un niveau beaucoup plus faible et c'est vrai que la semaine dernière j'étais finalement avec ma maman en train de faire une sortie trail et donc du coup eh ben, c'est sûr que là, je pense que j'étais bien en endurance. Et du coup, pendant cette sortie-là, je me disais, c'est pas grave, au moins je suis dans mon endurance. Profitons de ce moment en famille pour développer Exactement, les ouais. mitochondries. Ok, donc là, on a développé le nombre de mitochondries dans notre parc mitochondrial. Oui, Une fois qu'on en a plein, donc on est content, on va pouvoir bien gérer et produire beaucoup d'ATP. Encore ça faut-il. dépend. Ça dépend. Et voilà, c'est ce que j'allais te dire, ça dépend. Donc du coup, comment on fait, voilà, maintenant pour, une fois qu'on a beaucoup de mitochondries, développer leur efficacité pour qu'en effet, elles produisent beaucoup d'ATP grâce à l'oxygène et le pyruvate qu'elles ont à disposition. Alors en fait, bah, dans le lot de tes nombreuses mitochondries, il y en a qui sont plus ou moins efficaces, il y en a qui ont vieilli un peu plus vite, il y en a qui ont mal contrôlé les phénomènes oxydatifs. Et du coup, en fait, elles sont plus très très performantes. Et donc, c'est celles-là qu'on va vouloir éliminer pour qu'elles soient remplacées par des mitochondries euh, plus efficaces, en fait. Là, tu cherches plus à multiplier le nombre, tu vas simplement éliminer les inefficaces pour les remplacer par des nouvelles mitochondries et beaucoup plus efficaces. Quand on dit Et, inefficace, du coup, c'est parce que du coup, elles produisent, elles ont du mal à incorporer, par exemple, du pyruvate ou elles ont du ben ouais, puis mal à gérer l'oxygène. il y a trop de, elles ont subi trop de dommages oxydatifs en fait,
Et donc, elles ont plus de capacité à faire tourner la chaîne respiratoire correctement, en fait. Ok. L'ADN mitochondrial a été a pu être un peu altéré ou quoi. Et du coup, et en fait, c'est ça qui est très intéressant avec les mitochondries, c'est qu'il y a un système d'autocontrôle de mitophagie, qu'on appelle. Elles s'auto-mangent, en fait. Mhm. Euh, et ça, c'est un phénomène qui est essentiel. Et globalement, il n'y a que l'exercice physique est à intensité relativement élevée qui est capable de générer ce phénomène. C'est pour ça que en fait, il y a les gens qui sont sédentaires et qui bougent pas, ils se rendent pas compte, mais en fait, ils fonctionnent vraiment avec le frein à main serré complètement. Et en fait, il y a des tas de fonctions qui sont perturbées. C'est pour ça que tu as de la résistance à l'insuline. C'est pour ça que tu as une perte de qualité de, je sais pas, de réflexion, de cognition, de mémorisation, de sommeil. C'est pour ça que tu as, enfin, des tas de fonctions qui se mettent à plus être performantes. C'est parce que il n'y a pas de stimulation de cette fameuse mitophagie par l'activité physique intense, en fait. Même si c'est court, hein, c'est bref, mais voilà, il faut de l'intensité. Et du coup, eh bien, en fait, quand tu mets en place des séances d'intensité, alors évidemment que tu vas améliorer des tas de fonctions, hein, tu vas améliorer, par exemple, le débit de ta pompe cardiaque lors des phases de récupération entre deux efforts, parce que ton cœur va travailler en fait en contre-résistance. Mais tu vas développer des qualités de coordination, des qualités de vitesse, tu vas développer des tas de qualités, mais tu vas aussi améliorer donc du coup le fonctionnement mitochondrial et l'efficacité mitochondriale. Donc là, ben, euh, en fait, l'idée, effectivement, c'est de stresser tes mitochondries de manière à ce que ben, les plus faibles d'entre elles, hop, elles disparaissent et elles soient remplacées par des mitochondries plus efficaces. Voilà. Donc les fameuses séances d'intensité. Alors Oui. après, ben, à toi de voir dans ton programme quel type d'intensité tu vas vouloir effectuer en fonction de ta planification du moment, où tu en es dans ta programmation, tu vois. Est-ce que tu vas être sur un cycle de développement de PMA ou est-ce que tu vas être sur un développement de VO2 max plus Mm. euh, est-ce que tu vas être sur un développement d'allure spécifique en fait? Euh, mais effectivement, le plus efficace, c'est clairement le travail où tu vas être sur un travail de stimulation du VO2 max. Et donc là, l'intérêt, bah, quel est le but du jeu? C'est de rester sur des temps relativement longs de plusieurs minutes dans une fourchette de fréquence cardiaque proche de ta fréquence cardiaque maximale. Ok. Et là, globalement, ce qu'on a vu, c'est alors, il y a plusieurs types d'exercices qu'on peut proposer. Tu as du 8 fois 4 minutes, ou du 4 fois 8 minutes, ou des 30-30, etc. En fait, ce qui est intéressant, et c'est vraiment en fonction aussi, ça, comment dire, euh, de tes limites. Par exemple, si ton Oui. temps de soutien à VO2 max, il n'est que 3 minutes, enfin à VMA ou à PMA, il est de Oui. 3 minutes, alors qu'il y a des athlètes qui peuvent soutenir 6 minutes ou 8 minutes à PMA ou à Mm. VMA, bah, peut-être que toi, tu as tout intérêt à aller travailler sur des temps d'effort qui sont un peu plus longs. Alors, alors que si c'est pas le cas, bah, peut-être que tu as tout intérêt à travailler sur plutôt des 30-30, tu vois. Enfin, c'est vraiment en fonction de ta typologie, En de fonction ce de que tu ton, souhaites améliorer. ouais, en fonction de ton profil, en fait, tu Voilà, t'adaptes l'exercice pour ce que tu disais, exactement. la consigne qui est passer le plus de temps possible Voilà. proche de ta limite cardiaque maximale, quoi. Exactement. En fait, tu vas vraiment adapter ton type d'exercice estampillé VO2 max Mm. pour aller travailler sur ton point faible de ce point de vue-là, si tu en as besoin, hein. Par Oui. exemple,
Peut-être que si tu es un cycliste qui fait des cyclosportives sur des terrains avec juste vallonnés, avec des temps d'effort qui sont relativement courts, qui ne dépassent pas les 2-3 minutes, tu n'as Hmm. peut-être pas besoin de développer un temps de soutien très long. Oui. Tu vois, et par contre, si tu es un autre cyclotouriste qui va, je sais pas moi, dans le Massif central avec des côtes qui sont relativement longues ou qui va dans les Vosges ou dans les Alpes avec des temps d'effort qui sont encore plus longs, eh ben, peut-être que là, tu as intérêt à aller travailler ton temps de soutien si tu penses que ton temps de soutien, il est pas tout à fait Hmm. suffisant. Et donc l'idée sur ces séances, c'est une bonne méthode, c'est d'essayer de toujours commencer avec euh, à aller faire monter ta fréquence cardiaque un Oui. peu avant d'avoir fait l'exercice à vitesse constante. Tu vois, par exemple, si tu veux faire, je sais pas moi, un 4 minutes, enfin tu vas Hmm. faire par exemple 6 fois 4 minutes ou 8 fois 4 minutes, eh ben, tu vas peut-être d'abord avoir fait, je sais pas moi, 6 fois, 8 fois, 15 secondes rapides, enfin 15 secondes un peu au-dessus de PMA, 15 secondes récup, 15 secondes au-dessus de PMA, 15 secondes récup au préalable. Et puis tu enchaînes directement avec un exercice de 4 minutes où tu vas faire peut-être la première minute ou la première minute 30 euh, à 90% de PMA ou de VMA, et puis après, tu vas être plutôt aux alentours des 80-85%. En Hmm. fait, le premier pré-exercice va déjà Ouais. avoir commencé à stimuler l'ensemble, et puis la première minute rapide ou la première minute 30 rapide euh, va vraiment faire monter ta fréquence cardiaque. Et puis après, ben, en fait, l'idée, là, on n'est pas sur un travail musculaire, on est beaucoup plus sur un travail, tu vois, vraiment de transport d'oxygène, en fait, de Oui. nécessité de besoin en oxygène. Oui, c'est ça qu'on vise à Donc, maintenir le plus longtemps possible. voilà, Quitte à faire voilà, diminuer l'intensité voilà. de l'exercice au cours Exactement. de la séance et au cours de la Voilà. série. Mais oui, ce que tu disais, grosso modo, on fait monter le moteur par des petits exercices fractionnés courts. Oui. Et ensuite, dans la véritable corps de séance, on en profite pour quand même faire de la stimulation au début de la répétition pour maintenir une activité cardiaque et musculaire, enfin, Élevé. qui mobilise Ouais, tout de tout, manière élevée, exactement. voilà, c'est ça. Et puis ensuite, quitte à diminuer en Maintiens ta intensité, fréquence cardiaque, voilà. et pour maintenir ta fréquence cardiaque, avec le phénomène de dérive, en Mm, fait, mm. eh ben, tu n'es pas obligé de maintenir une puissance toujours Ouais. aussi élevée. Ouais, bah, de toute Euh, façon, sinon, on casse moteur. Bah, c'est ça, exactement. Ok. Et en fait, il faut bien différencier cette séance de la séance de travail de PMA ou de VMA, Mm. où en fait, ce qui compte, c'est de maintenir le niveau de puissance ou le niveau de vitesse Ouais. plus que la fréquence cardiaque en elle-même. Mm, mm. Alors que là, l'objectif, il n'est pas le travail à la vitesse ou à la puissance, il est le travail à la fréquence cardiaque Mm, donnée. mm. Et Oui. donc, on se sert de la PMA ou de la VMA comme base, comme point d'appui pour avoir un référentiel d'intensité à mettre au départ. Mm, mm. Et puis après, en fait, ce qui va compter, ben, c'est, en fait, on va redescendre un peu dans le niveau d'intensité musculaire en conservant le niveau de sollicitation Mm, mm. cardiovasculaire, en fait. Et du coup, on irait jusqu'à échec total, enfin jusqu'à au moment où finalement, même sur des toutes petites durées d'effort, je sais pas, c'est une question, mais à toute petite durée d'effort et des puissances qui sont devenues beaucoup trop faibles pour du coup se dire, bon bah là de toute façon, ça bon, l'exercice il est passé. Bah non, en fait, l'exercice, il est foutu quand ta Oui, fréquence cardiaque, elle redescend trop, en ouais, fait. c'est ça, ok. Tu Donc c'est tiens plus la fréquence cardiaque, donc en c'est fait. vraiment le critère numéro un, c'est faire monter le cardio haut, le maintenir. Ouais, ouais, Et si c'est plus possible du tout, bah hop, c'est que c'est bon. ouais, Ouais. exactement. Ouais. Ok, ok, bah hyper, hyper intéressant. Oui, du coup, c'est tout à chacun de construire sa séance dans cet objectif-là. Bah, en Euh, fait, c'est à la personne qui va te coacher, de te guider. hmm, Enfin, à moins que tu sois voilà, suffisamment confiant en toi pour arriver à construire des séances oui, aussi complexe. ouais, aussi complexes. Mais en fait, voilà, je pense que enfin, vraiment, quand tu souhaites aller là, sauf si tu as des connaissances en physiologie qui sont un peu pointues, tu as quand même besoin d'un petit coup de main pour Hmm. aller. Oui, c'est Donc, sûr. il faut se rapprocher de quelqu'un de pertinent en la matière pour Hmm, t'aider à hmm. construire ça, quoi. Ouais. Bah, et de toute façon, donc, dans cette idée-là où on est à une fréquence maximale, fréquence cardiaque maximale, une consommation d'oxygène maximale, c'est que ça va stresser tellement les mitochondries
que celles qui seront pas efficaces dans la gestion, bah, du coup, Ah de oui. l'oxygène qui arrive, elles vont finalement, comme tu disais, elles ont un système qui leur permet toutes seules de s'étiqueter et du Mm. coup d'entrer en enfin, ouais, en mitophagie. Et donc, du coup, il ne restera que celles qui seront capables de gérer une entrée importante du coup de pyruvate, de faire tourner toute la machinerie pour ensuite produire beaucoup d'ATP, et du coup de gérer Exactement. l'oxygène qui a été le dernier accepteur d'électrons de toute cette chaîne de réaction au sein de la mitochondrie. Alors, tu vois, on en revient un tout petit peu, juste un tout petit instant sur Mhm. la micronutriments et la micronutrition. Et ben, par exemple, pour que ce phénomène de mitophagie et de régénération des nouvelles mitochondries se fasse correctement, si tu n'as pas assez d'oméga 3, ça marche pas. Pas Oui, bien, tu vois, par oui. exemple. Et donc là, on revient sur le grand 2 qu'on a eu sur les bases de la Voilà. micronutrition. Mais Et- c'est un exemple, hein, Mhm. ça me revient en tête à ce moment-là, tu vois, mais en fait, on pourrait en reciter plein. Non, mais du coup, Mais c'est voilà. intéressant parce que finalement, si tu penses avoir fait le boulot en te faisant ta séance, alors Bah, oui, potentiellement, oui, mais mais pas pas, forcément. mais pas jusqu'au bout, voilà. Peut-être que Voilà, c'est ça. tu loupes un pilier fondamental qui pourrait du coup vraiment bah Ouais. voilà, te rendre plus performant. Mm. Et ben franchement, on a fait un beau petit tour. Moi, je m'étais juste noté une séance que vous aviez conseillée, du coup, la 3 fois 15, 12 à 15 fois 30-30 avec Ouais. intensité et récup entre de 5 minutes. Et je Oui. m'étais posé la question, je me dis 3 fois 15 fois 30-30 en boss, en trail. Je pense qu'ensuite, t'es sur le Alors, bas-côté. Hop, non, c'est alors en fini. fait, faut pas le faire. Alors, faut le faire sur une pente douce, en fait. Tu peux pas Oui. le faire sur une pente forte. Il faut pas que la pente. Si tu fais cette séance-là, il faut pas que la pente elle excède 7-8%, tu vois. Mm, Parce que sinon, musculairement, tu coinces. Ouais, c'est ça. Bah, donc, et on en revient de toute façon, toutes ces limites que tu as Ouais, évoquées dans la première partie, où en fait, il faut construire son entraînement de manière intelligente. ouais. C'est assez complexe en effet. Du coup, là, on s'en rend bien compte avec l'épisode qu'on vient d'enregistrer, qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Et donc, du coup, voilà, optimiser son plein potentiel, bah, ça sera peut-être l'occasion pour certains d'aller voir et votre podcast et du coup les formations que vous proposez, atteindre son plein potentiel, c'est ça? Atteins ton plus haut niveau. Atteindre ton plus haut niveau. Ouais. Ok, et ben écoute, je te fais la conclusion et puis ensuite, Ouais, si les gens ils veulent voir, en fait, en fait, ils peuvent aller voir sur le site en fait directement, c'est benoîtnaf.com, tout simplement. ouais, moi je mettrai les liens et du podcast et évidemment bah voilà de ton site où on peut retrouver plein d'informations. Alors, je vais essayer de résumer tout ce qu'on a dit, mais ça va pas être forcément être tâche facile. Donc, je vais avoir besoin peut-être de ton appui. Donc, si on récapitule, les mitochondries, du coup, ce sont des usines qui produisent de l'énergie au sein de nos cellules. Elles produisent de l'ATP. Et pour produire de l'ATP qui est nécessaire à la contraction, à la mise en action des cellules musculaires et la contraction, du coup, des muscles, il y a besoin du glucose qui se transforme en pyruvate. Et donc, ensuite, ce pyruvate qui va faire tourner toute la machinerie de la mitochondrie pour produire l'ATP. Sachant que c'est possible que en présence d'oxygène, et donc il faut gérer cet oxygène-là. Grosso modo, la mitochondrie, pour bien qu'elle fonctionne, il faut une fluidité membranaire et plein d'autres éléments qui vont gérer bah, le stress oxydatif et qui vont permettre les différents échanges. Pour ça, du coup, une alimentation et une micronutrition enfin, bien structurée est essentielle. Donc ça va avec des conseils assez simples, généraux, comme du coup des aliments de saison, des aliments riches en oméga 3, colorés. Voilà, il y a plein de petites choses à mettre en place dans son alimentation au quotidien. Et si besoin, il faut faire des tests, des dosages bien précis de certains micronutriments pour savoir si on a besoin de se complémenter potentiellement. Ensuite, une fois qu'on a mis tout en place pour permettre à nos mitochondries de bien fonctionner, il existe deux leviers qui sont évidemment complémentaires dans la performance, augmenter leur nombre et augmenter leur efficacité. Il y a des exercices bien précis à choisir du coup pour stimuler l'un des paramètres qui est bah, l'augmentation du nombre et l'autre leur efficacité. Tout ça, bah, du coup, vous le retrouverez dans l'épisode, mais grosso modo, chose simple, en endurance pour leur nombre, en intensité pour leur efficacité. Le tout, de toute façon, c'est pour être en bonne santé. Tu l'as dit à un moment et je voulais y revenir, c'est que les mitochondries, si elles sont en bonne forme, le reste de la santé au global elle va également bien. Donc c'est important de prendre soin de ces petites usines au sein de nos cellules. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais dire en résumé de cet épisode, si ça te convient. Bah écoute, c'est super. Je pense qu'on a fait à peu près le tour.
Ok. Voilà. Et si jamais il y a des gens qui sont intéressés pour des consultations nutrition, voilà, ils peuvent aussi aller directement sur le site si ça les intéresse. Ouais, oui, parce que c'est une de tes nombreuses casquettes, mais c'est vrai que tu fais aussi des consultations. Donc, il y aura ouais, toutes ces informations-là. Est-ce que tu as un dernier conseil clé, voilà, un sportif qui voudrait prendre soin de ses mitochondries? Euh, oui, comment on peut dire ça? En fait, il y a pas mal de sportifs qui vont pratiquer leur sport, euh, euh, comment dire, pour peut-être pouvoir profiter d'aliments derrière, Hmm. un peu de junk food, tu vois. En fait, c'est un peu dommage parce qu'en fait, on vient quand même vraiment amenuiser justement le fonctionnement du corps, alors que globalement, par l'alimentation, on a quand même les clés pour aller vraiment optimiser le fonctionnement du corps. C'est-à-dire que euh, il faut pas imaginer qu'on est bridé d'un point de vue génétique. Hmm. Euh, c'est vraiment par l'expression de toutes les fonctions, l'expression épigénétique, et par les conditions du coup dans lesquelles on met l'organisme, que on va pouvoir devenir vraiment performant. Euh, et c'est pas, ça tombe pas du ciel en fait. On a la main là-dessus et ça c'est hyper important. Ouais, donc un contrôle de son environnement pour compléter l'activité physique, c'est la clé pour du coup aller vraiment Voilà. vers de la performance, quoi. Ouais, que ce soit l'alimentation, le sommeil, tu vois, voilà. Et- C'est vraiment des clés qui sont absolument, enfin, je veux dire, indispensables à comprendre, parce qu'en fait, il y a pas mal de gens qui regardent les grands sportifs avec un regard un peu dubitatif. Hmm. Euh, et en fait, ben, c'est souvent des gens qui ont pendant des années, des années et des années, mis en place des, des- des- des stratégies d'environnement dans lesquelles ils se situent qui leur permettent justement d'exprimer leur potentiel au plus haut point, quoi. Ok, moi c'est un rappel, je pense, important, ce dernier conseil-là que tu donnes. Parfait. Et en dernier petit point, est-ce que du coup tu connais un coach, un athlète, un sportif, voilà, qui pourrait nous partager un peu ses connaissances ou une séance qu'il affectionne et dont il a les secrets bien gardés? Alors, il y a quelqu'un qui fait des tests physiologiques que je trouve vraiment très très bien fichus. Je le connais pas personnellement, mais j'ai regardé un peu tout ce qu'il fait et je trouve que ses analyses et ses écrits sont très très bons. Il s'appelle Rémi Rivet. Ok, ouais. Je sais pas si tu l'as déjà. Si, ouais, bah il fait partie aussi des gens que j'écoute, oui, en effet, pas mal, parce que c'est vrai qu'il y a source d'informations assez importante dans tout ce qu'il produit et dit. Et Ok. voilà, ça peut être, je pense que ça peut être sympa d'aller l'interviewer aussi. Hmm. Il est vers... Il est à côté d'Annecy. Ouais, c'est ça. Vous êtes un peu... Ouais. Il y a un sacré regroupement là-bas quand même de sportifs et de personnes qui font du Ouais. sport, ouais. Et ben Benoît, du coup, on est en plein printemps là. L'été arrive. Qu'est-ce qu'on te souhaite de beau pour du coup ces moments où tu vas pouvoir aller dehors, je suppose? D'aller profiter de l'environnement avec ma famille dehors. Ok, parfait. Du temps en montagne. Voilà, exactement. Super. Eh ben, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé, que tu nous as accordé, de toutes les billes que tu nous as données, qui nous reste du coup à bien creuser pour bah, du coup se développer, enfin voilà, améliorer notre performance sportive. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps. Et puis bah à Avec la plaisir. prochaine. Moi Ça je te marche. suivrai avec attention. Passe une bonne C'est fin de gentil. journée. Merci à toi aussi. Ciao. Salut. Voilà, c'est la fin du 16e épisode. Merci Benoît Nave pour ce moment d'échange sur le développement de son VO2 max au travers de la nutrition et de la micronutrition. Merci pour l'ensemble des informations transmises que l'on peut adapter à chacun en fonction de ses propres besoins. Vous retrouverez toutes les informations dans la description de cet épisode.
Moi, je vous donne rendez-vous sur la page Instagram de La Séance, le podcast, pour retrouver l'épisode 16, les mitochondries, clés du développement de la performance sportive. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter et liker. À bientôt pour une prochaine séance. Et d'ici là, bon entraînement les sportifs. Ciao!